Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de 5 minutes avec le géologue Chingama Kaona Rodrigue. Aujourd'hui, il sera donc question de parler d'une branche très importante de la géologie et donc la métallogénie. Mais bien avant que nous ne puissions entrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien que vous puissiez liker ma vidéo, la partager au max et cocher la cloche de notification pour que vous soyez le premier à être notifié lors de nos prochaines vidéos. La métallogénie est donc définie comme étant une branche de la géologie qui étudie le mécanisme de formation de gîtes métallifères ou des gisements métallifères. Alors, ici, nous n'aurons pas à faire la différence entre gîte et gisement parce que la différence, elle existe vraiment, mais ici, nous sommes dans un contexte purement scientifique. Et qu'est-ce que nous entendons par gisement? En fait, un gisement, c'est une concentration anormalement élevée d'un ou plusieurs éléments dans la croûte terrestre qui sont en fait économiquement exploitables. Et un gîte, c'est également une concentration anormalement élevée en un ou plusieurs éléments dans la croûte terrestre, mais qui ne sont pas économiquement exploitable. Donc ici, vous voyez que pour un gisement, nous avons le terme économique qui intervient, mais pour notre partie d'aujourd'hui, je n'aimerais pas que vous puissiez tenir compte de ceci parce que c'est une partie qui vous parle de la science et rien que de la science. Alors les gisements tels que nous vous les avons définis sont classifiés et donc il existe plusieurs types de gisements et cette classification c'est fait en fonction des roches qui sont porteuses de la minéralisation. Et donc, en fonction des roches qui sont porteuses de la minéralisation, nous pouvons distinguer les gisements exogènes, les gisements endogènes et un cas particulier de gisements qui sont donc des gisements volcano-sédimentaires. Les gisements exogènes. En fait, les gisements exogènes, ce sont donc des gisements qui se forment dans des roches sédimentaires et donc des roches qui se forment à la surface de la Terre, d'où l'adjectif exogène. Alors ces gisements sont aussi classifiés en plusieurs types de gisements et donc les gisements d'altération et les gisements de sédimentation. Les gisements d'altération, comme le mot altération l'indique, ce sont des gisements qui se forment suite à la désagrégation d'une roche qui peut être magmatique, sédimentaire ou encore métamorphique. Alors ces gisements sont classifiés également en deux types de gisements, n'est-ce pas? Les gisements résiduels et aussi les gisements d'altération issus d'une minéralisation préexistante. Eh bien, le gisement résiduel, ce sont des gisements qui se forment à partir d'une roche banale, et donc une roche qui n'a aucune importance du point de vue métallogénique. On a zéro minéralisation, il n'y a aucune minéralisation, mais nous pouvons trouver dans la roche quelques impuretés d'or, d'argent ou de n'importe quel élément. Alors ici, nous assistons à des processus dits d'étranglement qui consistent en la diminution du volume de la roche au détriment d'un élément quelconque. Alors, nous nous basons sur la classification de notre ami Goldschmidt. Goldschmidt qui a classé les éléments dans la nature en fonction du potentiel ionique. Alors, qu'est-ce que Goldschmidt nous dit? Goldschmidt nous dit que dans la nature, les éléments peuvent être classés en trois grandes catégories et donc les éléments du groupe 1, les éléments du groupe 2, les éléments du groupe 3. Et donc les éléments du groupe 1, ce sont des éléments qui ont un potentiel ionique inférieur à 3 et qui sont mobiles. C'est-à-dire que lorsque la roche est lessivée, vous avez des éléments tels que le calcium, les sodium qui sont évacués de cet endroit. Et bien nous avons également ce que nous appelons des éléments du groupe 2. Les éléments du groupe 2, ce sont des éléments qui sont immobiles tels que le cobalt, l'aluminium, n'est-ce pas? Ces éléments sont des éléments qui restent sur place lorsqu'il y a altération de la roche par exemple. Ces éléments restent sur place, l'or, l'argent en font partie également. Et nous avons également des éléments du groupe 3 qui se présentent sous forme de complexe, n'est-ce pas? Le CO3, le SiO4 de moins par exemple, qui
se présentent sous forme de complexes et qui sont évacués lorsque tout simplement la roche est altérée. Et ici nous comprenons que ce sont des éléments du groupe 2 lorsque vous avez l'altération, n'est-ce pas, d'une roche qui se concentre sur la place qui au cours des années va constituer un gisement. Le gisement d'altération issu d'une minéralisation préexistante part au fait du fait que des éléments sulfurés sont donc altérés par de l'eau météoritique. Alors ici, l'élément le plus important que nous considérons dans ce type de gisement, c'est donc la pyrite qui, n'est-ce pas, est constituée du fer et du soufre. Mais nous n'excluons pas des éléments tels que la galène, n'est-ce pas, la calcopyrite, qui peuvent aussi conduire à la formation de ce gisement. Mais ici, la pyrite est donc l'élément majeur qui conduit à la formation de ce type de gisement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, nous avons en fait la pyrite qui est attaquée par de l'eau météoritique. Tout par de là, la pyrite attaquée par de l'eau météoritique conduit à la formation de deux éléments principaux, n'est-ce pas? L'acide sulfurique qui va migrer horizontalement à la surface de la Terre et le sulfate ferrique qui va migrer verticalement vers la profondeur. C'est donc le sulfate ferrique qui va provoquer, n'est-ce pas, la formation d'une minéralisation économiquement exploitable. Et donc, lorsque ce sulfate ferrique va arriver au niveau de roches carbonatées, va développer une sorte de minéralisation carbonatée, par exemple la sphère-cobaltite, par exemple de l'hétérogénite et tout ce que nous connaissons, la malachite peut se former à ce niveau. Et lorsque le sulfate ferrique arrive jusqu'au niveau du protor, là nous avons la zone de sémentation qui peut se développer à ce niveau, n'est-ce pas? La sémentation qui consiste en une réaction, n'est-ce pas, d'échange entre le sulfate ferrique et un minéré sulfuré selon le degré de calcophilie. Alors ici, c'est le degré de calcophilie qui tout simplement régit la réaction, n'est-ce pas? Le plus calcophile remplace le moins calcophile et nous avons le développement de la zone de sémentation qui peut en fait nous donner, qui peut être constituée et considérée comme une minéralisation ou un gisement économiquement exploitable. Alors ce processus, ce déclenchement de la formation du sulfate ferrique conduit également à la formation d'un gisement que nous connaissons sous le nom du gossan ou le chapeau de fer, n'est-ce pas? Le chapeau de fer, le chapeau oxydé de fer qui est un gisement économiquement exploitable. Les gisements de sédimentation. Alors pour ce point, nous devons savoir que ici, comme le nom l'indique, nous avons des processus de sédimentation qui doivent être appliqués, n'est-ce pas, lors de la formation de ces gisements. Et ces processus de sédimentation, c'est donc en fait le dépôt de sédiments dans un bassin de sédimentation et la diagénèse qui consiste, n'est-ce pas, en la transformation des sédiments meubles en sédiments compacts ou en sédiments cohérents. Alors ici, nous distinguons également trois types de gisements. Alors les gisements de sédimentation est également subdivisé en trois sous-types de gisements, notamment le gisement de sédimentation détritique, les gisements, n'est-ce pas, de sédimentation biochimique ou chimique et les gisements, n'est-ce pas, de sédimentation organogène. Alors les gisements de sédimentation détritique, ce sont des gisements qui se forment suite à la présence de certains minéraux particuliers. Alors qu'est-ce que ces minéraux ont comme particularité? Ces minéraux possèdent quelques propriétés, n'est-ce pas, qui font que lors de l'altération de la roche, ces minéraux sédimentent sur place. Et les caractéristiques sont les suivantes, c'est-à-dire que ces minéraux doivent être peu clivables, avoir une grande densité, être mécaniquement durs et avoir une structure chimique stable. Alors il s'agit de minéraux tels que la cassitérite, le corindon, n'est-ce pas? Il s'agit des éléments tels que le coltan, qui sont des éléments chimiquement stables et qui remplissent ces propriétés pour conduire à la formation d'un gisement dit cassitérite. Et comme exemple, nous avons en fait le gisement de coltan, de manono, qui est constitué, n'est-ce pas, d'étain et de coltan. Alors, ici, nous allons parler des gisements
de sédimentation, chimique ou biochimique. Alors, quand est-ce qu'un gisement de sédimentation est chimique? C'est-à-dire, c'est lorsque des paramètres chimiques interviennent dans la sédimentation de la roche au départ, n'est-ce pas? Vous avez par exemple le pH ou le potentiel hydrogène ou encore le EH, le potentiel redox du milieu qui peut varier, n'est-ce pas? Si ce paramètre varie, n'est-ce pas, vous avez la précipitation des éléments tels que le calcaire qui va aller, le calcium qui va aller contribuer à la formation du calcaire. Et ainsi donc, si nous avons dans ce calcaire une minéralisation, eh bien nous devons comprendre que nous avons affaire à une minéralisation, n'est-ce pas, chimique. Alors, lorsque tout simplement l'élément tel que le calcium se trouve en suspension, se trouve soluble dans l'eau et que ce calcium précipite suite à l'action des organismes marins tels que le plancton, alors dans ce cas-là, nous serons obligés de parler d'un gisement de sédimentation biochimique. Le gisement organogène. Ici, tel que le mot l'indique, organogène vient de organe. C'est-à-dire que ici, vous avez des organismes tels que les jaspilites, tels que les zolites qui sont retrouvés dans le gisement. Alors ici, lorsque nous trouvons des organismes, n'est-ce pas, marins dans un gisement, eh bien nous sommes obligés de parler d'un gisement organogène. Voilà, les gisements endogènes. Comme le nom l'indique, endogène veut dire tout simplement en profondeur. En fait, les gisements endogènes, ce sont des gisements qui se forment en profondeur. Il s'agit donc des gisements magmatiques et des gisements métamorphogènes. Les gisements métamorphogènes, vous entendez bien métamorphogène, métamorphogène vient de métamorphique. En fait, ce sont des gisements qui se forment dans des roches métamorphiques et les paramètres clés ici qui contribuent à la formation de ces gisements, c'est donc la variation de la température, n'est-ce pas, et de la pression, c'est-à-dire que la roche est portée à une température autre de celle qui a présidé à sa formation et contribue donc à la formation des gisements métamorphogènes. Alors les gisements métamorphogènes sont subdivisés en deux grandes parties, notamment les gisements métamorphiques et les gisements métamorphisés. Les gisements métamorphiques, ce sont des gisements qui se forment à partir d'une roche banale. C'est-à-dire que vous avez une roche qui n'a aucune importance du point de vue métallogénique, mais suite aux variations de paramètres, température et pression, conduisent au fait à la formation d'un gisement. Vous avez par exemple un calcaire qui, suite à la variation de la température et de la pression, conduit à la formation du marbre. Nous savons très bien que le marbre est économiquement exploitable. Nous avons des éléments tels que la bauxite. Lorsqu'elle est portée à des températures élevées, cette bauxite se transforme en saphir, n'est-ce pas, en corindon. Donc cette bauxite se transforme en un élément tel que le rubis. Les gisements métamorphisés. Ici, nous partons d'une roche qui a une importance métallogénique. C'est-à-dire que nous avons quelques minéralisations dans la roche, mais ces minéralisations ne sont pas économiquement exploitables. Alors, la variation de la température, de la pression qui va métamorphiser la roche va conduire à ce que cette roche soit économiquement exploitable. Nous allons prendre, n'est-ce pas, le cas de grès ferrugineux qui, lorsqu'on les porte à des températures élevées, se transforme en quartzite ferrugineuse que nous connaissons sous le nom de zitabirite. Les gisements magmatiques, magma. Un magma, nous savons très bien que c'est un bain silicaté en fusion, ou encore dans des définitions plus techniques, un magma, ce sont des roches acides en fusion. Alors, ici, nous comprenons que les gisements magmatiques, ce sont des gisements qui ont pris naissance dans des roches magmatiques. Alors, les gisements magmatiques se forment à partir du magma. Et quelles sont les conditions de formation du magma? Quels sont les paramètres qui entrent dans la formation des magmas? Nous avons, n'est-ce pas, le gradient géothermique qui est un paramètre clé dans la formation d'un magma. Nous avons également la désintégration radioactive des éléments tels que le potassium, l'uranium, le thorium qui vont conduire à la formation d'un magma. Alors ici, dans les gisements magmatiques, nous avons
trois grandes catégories des gisements. Il s'agit donc des gisements orthomagmatiques ou purement magmatiques, des gisements pegmatitiques et des gisements post-magmatiques. Alors les gisements orthomagmatiques ou purement magmatiques, ici nous les appelons comme ça parce que on sait mettre une relation directe entre la minéralisation et le phénomène magmatique. Et ce gisement est donc subdivisé en deux grandes catégories, notamment les gisements de cristallisation magmatique et les gisements de liquation. Alors les gisements de cristallisation magmatique se subdivisent également en deux groupes, notamment les gisements de cristallisation précoce que nous connaissons sous le nom de ségrégation magmatique et les gisements de cristallisation tardive. Alors, les gisements pegmatétiques, ce sont des gisements qui se forment dans des roches pegmatétiques. Et nous savons très bien que pour qu'une pegmatite se forme, nous avons plusieurs phénomènes qui se passent en fait dans une chambre magmatique due à l'augmentation, n'est-ce pas, de gaz dans la chambre magmatique. En fait, le gisement magmatique, c'est un gisement qui peut aussi être classé parmi les gisements tardifs. C'est-à-dire qu'ici, nous avons beaucoup plus de gaz dans la chambre magmatique qui va contribuer au développement de gros cristaux. Et alors, ici, des éléments très très importants tels que l'étain, n'est-ce pas, tels que l'aluminium, vont en fait se concentrer dans ces gisements pour nous former ce que nous appelons un gisement pegmatétique. Les gisements post-magmatiques ou pyrométasomatiques, ici nous voyons des gaz, nous voyons des fluides hydrothermaux qui vont conduire à la formation de ces gisements. Alors ces gisements sont classifiés en trois sous-catégories, notamment les gisements pneumatolithaux hydrothermaux à haute température et les gisements hydrothermaux à moyenne température et les gisements hydrothermaux à basse température. Alors les gisements pneumatolithaux hydrothermaux à haute température sont également subdivisés en deux grandes catégories, notamment les gisements scarniens ou contacto-métasomatiques et les gisements liés au grésène. Les gisements volcano-sédimentaires. Eh bien, vous voulez m'entendre parler des gisements volcano-sédimentaires? Suivez-moi au prochain numéro. Dans ma prochaine vidéo, vous allez m'entendre parler des gisements volcano-sédimentaires.